Mon patron m'a forcé à travailler un jour férié, disant que tout le monde avait des projets et que vous étiez le plus fiable. Quand j'ai démissionné, il a ri, bonne chance pour trouver un meilleur travail. Le lendemain, ma boîte de réception était remplie de messages. S'il te plaît, reviens, nous nous noyons. J'ai travaillé dans une entreprise de taille moyenne à Chicago, le genre d'endroit où les patrons vous considéraient comme un rouage dans une machine, pas comme une personne. J'étais là depuis 5 ans et j'étais sacrément bon dans mon travail. Trop bien, en fait, car plus vous êtes confiant, plus ils vous exploitent. L'incident qui m'a finalement fait craquer s'est produit lors d'une fête nationale. Tout le monde a des projets, vous êtes le plus fiable. Une semaine avant les vacances, mon patron, Marc, m'a convoqué dans son bureau. Donc, nous manquons un peu de personnel pour les vacances. J'ai besoin que vous veniez. Je l'ai regardé. Nous étions fermés les jours fériés. Attends, je pensais que le bureau était fermé? J'ai demandé. Ouais, mais il y a encore du travail à faire. Tout le monde a des projets, et tu es le plus fiable, dit-il de ce ton faussement amical qui me donna la chair de poule. Maintenant, pour être clair, j'avais aussi des projets. J'étais censé me rendre à Indianapolis pour voir mes parents, que je n'avais pas vus depuis des mois à cause de ce travail. Mais Marc n'a pas demandé. Il pensait que je le ferais. Je suis désolé, mais je ne peux pas, dis-je fermement. Marc fronça les sourcils comme si je venais d'insulter sa mère. Allez, c'est juste un jour, insista-t-il. Tu es le seul sur qui je peux compter. Et voilà, le sentiment de culpabilité, la manipulation, la pression. J'ai quand même dit non. Sa façade amicale tomba instantanément. Sa voix devint aiguë. Écoutez, si vous n'avez pas l'esprit d'équipe, peut-être que vous n'êtes pas un bon candidat ici. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais fini. Bonne chance pour trouver un meilleur emploi, a-t-il déclaré. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, en fait, tu as raison. Peut-être que je ne suis pas un bon candidat. Marc cligna des yeux. J'ai arrêté. Au début, il a ri. Oh, allez, ne sois pas dramatique. Mais je ne plaisantais pas. J'ai sorti une lettre de démission imprimée parce que oui, j'étais prêt à démissionner et je l'ai placée sur son bureau. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Tu fais vraiment ça? A-t-il demandé, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais l'audace de me défendre. Se moqua-t-il, se remettant. Bonne chance pour trouver un meilleur emploi dans cette économie. J'ai hoché la tête, j'ai souri et je suis sorti. Je n'ai même pas fini la semaine. Le lendemain, ma boîte de réception explosait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus d'une douzaine de courriels et de SMS de mes désormais anciens collègues. Mec, Marc est en train de perdre la tête. Ils ne savent pas comment faire la moitié des choses que tu as gérées. Peux-tu juste revenir pendant une semaine? Marc nous supplie de te contacter. S'il te plaît, aide-nous. Et mon préféré, Marc veut parler. Il dit qu'il a peut-être réagi de manière excessive et veut arranger les choses. J'ai failli cracher mon café. Il se noyait sans moi. Il s'avère que j'ai fait plus que ce qu'il pensait. J'avais été le ciment qui unissait le département. Marc, dans son arrogance, pensait que j'étais remplaçable. Il s'avère que personne ne savait comment gérer la moitié des systèmes que je gérais. Péril? Je l'ai mis en place. Rapport client? Je les ai automatisés. Facturation? Je l'ai couru. Et comme je suis parti sans former personne, ils étaient foutus. Ils ont manqué 5 délais en une seule journée. Un client menace de résilier son contrat et Marc panique. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied, j'ai reçu cet après-midi-là un appel. La voix de Marc était d'une douceur écœurante. Et, mon pote, alors je pense que nous sommes partis du mauvais pied hier. Je l'ai laissé divaguer. Il a dansé autour des excuses sans vraiment prononcer les mots. Puis il en vint finalement au point. Envisageriez-vous de revenir, juste pour un petit moment? Peut-être que nous pourrions même parler d'une augmentation. J'ai souri. Je laisse le silence s'étendre. Puis j'ai dit, non. Le ton de Marc a immédiatement changé. Attends, quoi?
Tu ne veux même pas entendre l'offre? Mais tu n'as même pas encore d'autre travail? Ça n'a pas d'importance, je l'ai laissé s'asseoir là-dedans, avant qu'il ne puisse se lancer dans une autre ronde de mendicité, j'ai raccroché. Conséquence, Marc a essayé de tendre la main 3 fois de plus. À chaque fois, je l'ai ignoré. Quelques semaines plus tard, j'ai décroché un nouvel emploi, un meilleur salaire, de meilleurs horaires, un réel respect. Pendant ce temps, mon ancienne entreprise ne s'est jamais remise de mon départ. Ils ont perdu 2 clients importants et 3 autres employés ont démissionné en quelques mois. Marc a été rétrogradé. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de me blâmer pour tout ce qui s'écroulait, mais la haute direction a vu la vérité. Il avait évincé son meilleur employé. Maintenant, chaque fois que je passe devant ce vieux bureau, je souris parce que rien de mieux que de connaître sa valeur et de regarder Karma faire son travail. Quelques mois se sont écoulés après mon départ. Mon nouveau travail était incroyable, de meilleurs horaires, un salaire plus élevé, un véritable respect humain. Pendant ce temps, mon ancienne entreprise s'effondrait. Je pensais en avoir fini avec eux. Je pensais que je n'aurais plus jamais à faire face à Marc ou à son incompétence. J'ai eu tort. Le procès, un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, c'est non. Oui, qui est-ce? J'appelle de nom du cabinet d'avocats. Nous représentons plusieurs anciens employés de votre ancienne entreprise. Vous voudrez peut-être entendre ceci. Mon estomac s'est effondré. Apparemment, Marc enfreignait le droit du travail depuis des années heures supplémentaires non payées, retenues sur les chèques de paie, et même sur les cartes de pointage des médecins. Les gens ont finalement porté plainte, et devinez quoi? J'étais sur la liste des témoins. Marc a encore essayé de me baiser. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un email de Marc lui-même. Sujet, pouvons-nous parler? Je suis partie. Je ne l'ai même pas ouvert. Mais ensuite j'ai reçu un autre email. Cette fois, de la part de son avocat. Cher, non, mon client, Marc, nom de famille, aimerait parvenir à un accord concernant votre témoignage potentiel dans une affaire à venir. Je l'ai parcouru. C'était un pot de vin. Il voulait que je signe un NDA, accord de non-divulgation, en échange d'un paiement en gros, de l'argent silencieux. Je me suis cassé les jointures, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait la seule chose logique. J'ai transmis l'email au cabinet d'avocats chargé du dossier. Ensuite, juste pour m'amuser, j'ai envoyé un texto à mes anciens collègues. Vous n'allez pas croire ça. L'espion dans le bureau. Au fur et à mesure que le procès avançait, quelque chose d'encore plus fou s'est produit. Un de mes anciens collègues, appelons-le Thomas, m'a contacté. Mec, je travaille toujours ici. Vous n'allez pas croire ce qui se passe. D'après Thomas, Marc perdait la tête. Le procès révélait toutes ses pratiques louches. Il était paranoïaque, tenait des réunions secrètes, chuchotait dans les couloirs. Mais le meilleur, Thomas avait tout enregistré en secret. J'ai des vidéos, des emails, même des mémos vocaux. S'ils ont besoin de preuves, je les ai. J'ai failli tomber de ma chaise. Ce n'était pas seulement du karma. Il s'agissait d'un effondrement à grande échelle. Marc a essayé de renverser la situation. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre email. Cette fois à partir d'une adresse bloquée. Vous pensez pouvoir me ruiner? Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous jouez. J'ai regardé l'écran. Était-ce une menace? Je l'ai immédiatement transmis aux avocats. Même pas 2 heures plus tard, Thomas m'a envoyé un texto. Mec, Marc vient de se faire prendre en train d'essayer de supprimer les enregistrements de l'entreprise. Marc avait essayé de brouiller les pistes, supprimant des fichiers, déchiquetant de la paperasse, mais cet idiot ne s'était pas rendu compte que le service informatique enregistrait tout. Il a été pris en flagrant délit. Le conseil d'administration est intervenu et, alors que le procès s'intensifiait, la haute direction en a finalement pris note. Le nom de l'entreprise était traîné dans la boue. Ils ont tenu une réunion d'urgence. Thomas, l'espion du bureau, m'a envoyé une mise à jour en direct par SMS. Marc est dans la salle de conférence. On dirait qu'il est sur le point de vomir.
Le conseil d'administration est énervé. Ils viennent de prononcer les mots « licenciement motivé ». Mec, il vient de se faire virer, c'est fini. C'est du moins ce que je pensais. J'ai souri. C'était ça, non? Faux. Parce que Marc n'en avait pas encore fini avec moi. Marc a finalement été licencié. Sa carrière était en flammes. Le procès avançait et je regardais le chaos se dérouler à distance. Je pensais que c'était la fin. J'avais tellement tort. Parce que Marc était un rat acculé, et les rats acculés se battent. La fausse offre d'emploi. Environ un mois après le licenciement de Marc, j'ai reçu un message LinkedIn d'un recruteur. Et, mon nom. Nous sommes tombés sur votre profil et pensons que vous seriez un excellent candidat pour un poste de direction chez faux nom de l'entreprise. Nous serions ravis d'organiser un entretien. Cela avait l'air légitime, gros salaire, bons avantages sociaux. J'ai été tenté jusqu'à ce que je creuse un peu. L'entreprise n'existait pas. Le site web était nouveau, à peine fonctionnel. L'offre d'emploi copiée à partir du site web d'une autre entreprise. Puis j'ai vu le nom du PDG et mon cœur s'est presque arrêté. C'était le frère de Marc. Marc essayait de m'attirer dans un faux entretien d'embauche. J'ai immédiatement bloqué le recruteur et j'ai appelé Thomas, mon ancien collègue qui me donnait encore des informations privilégiées. Frère, dis-je. Je pense que Marc essaie de me piéger. Thomas resta silencieux pendant une seconde, puis il dit, mec, tu dois faire attention. Marc a posé des questions sur toi. L'identité volée. Une semaine après la fausse offre d'emploi, ma banque m'a appelé. Monsieur, nous devons vérifier une demande récente de carte de crédit sous votre nom. Mon estomac s'est effondré. Je n'avais postulé pour rien. Quelqu'un avait usurpé mon identité et tenté d'ouvrir une ligne de crédit de 10 000 $. Heureusement, la banque l'a signalé comme suspect. Mais lorsque j'ai vérifié mon dossier de crédit, il y a eu 3 autres tentatives, des prêts, des cartes de crédit et même une entreprise à mon nom. Je savais exactement qui était derrière tout ça. Marc. J'ai bloqué mon crédit, tout signalé à la FTC et déposé un rapport de police. Puis j'ai attendu, car je savais que Marc n'avait pas encore fini. Le point de rupture. Un soir, j'étais chez moi, profitant de ma nouvelle vie lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Tu penses que tu es si intelligent, n'est-ce pas? Mon corps est devenu froid. C'était Marc. Tu penses que tu as gagné? Tu ne sais pas avec qui tu joues. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai commencé à enregistrer l'appel. Marc, tu me menaces? Dis-je en gardant ma voix calme. Menaçant? Il a ri. Non, je dis juste que des accidents arrivent, que des gens sont blessés, que leur réputation est ruinée. Fais juste attention, mon pote. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai appelé la police. L'arrestation. Il s'avère que Marc faisait déjà l'objet d'une enquête. La police avait rassemblé des preuves de fraude, d'usurpation d'identité et de faute professionnelle sur le lieu de travail. Mon rapport n'était qu'un autre clou dans le cercueil. Une semaine plus tard, j'ai reçu le texto de Thomas. Frère, Marc vient d'être arrêté. Je me suis assis, regardant l'écran. Cela arrivait enfin. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais le sentiment que Marc n'avait pas encore fini. Marc a finalement été arrêté. J'aurais dû ressentir un soulagement. J'aurais dû ouvrir une bouteille de champagne et célébrer. Mais au fond, je savais que ce n'était pas encore fini. Marc était un homme qui se noyait, et les hommes qui se noient entraînent les autres avec eux. Le rebondissement final. La confrontation dans la salle d'audience. 2 mois après son arrestation, j'ai reçu une assignation à comparaître. Marc n'a pas seulement été accusé, il ripostait. Il avait des avocats, très chers. Il plaidait non coupable de tout. Et devinez quoi? J'étais appelé à témoigner contre lui. Le jour du procès, je suis entré dans le palais de justice de Chicago et j'ai vu Marc pour la première fois depuis des mois. Il ressemblait à un fantôme de lui-même.
Son costume était trop grand, son visage était pâle et ses yeux parcouraient la pièce comme un animal acculé. Puis nos regards se sont croisés et il a souri. C'est à ce moment-là que j'ai su que Marc pensait encore qu'il pouvait gagner. Le procès était un cirque. La défense de Marc, j'ai été piégé. Ce sont tous des ex-salariés qui essaient de me ruiner. Mais ensuite, Thomas l'espion de mon ancien travail est entré dans la salle d'audience et il avait tout, des courriels, des enregistrements audio, une foutue vidéo de Marc disant à un employé de supprimer les fiches de paie. C'était accablant. Le jury resta bouche bée. Même les propres avocats de Marc semblaient vaincus. Et puis le dernier clou dans le cercueil. Les procureurs m'ont retiré l'email de Marc, celui dans lequel il essayait de me soudoyer pour que je signe une NDA. C'était fini. Marc est devenu rouge. Son sourire narquois disparut. Il se pencha vers son avocat en murmurant frénétiquement. Je me suis assis. J'avais fini de parler. L'explosion. La dépression de Marc. Le juge a demandé une suspension d'audience. C'est à ce moment-là que Marc a perdu la tête. Il s'est levé, a claqué ses mains sur la table et a lancé « Vous pensez que c'est la justice ?» La salle d'audience s'est figée. J'ai bâti cette entreprise. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et toi, tu me ruines. Il me montrait du doigt. Je t'ai donné un travail. Je t'ai tout donné. Et tu m'as poignardé dans le dos. Les gardes sont intervenus. Vous êtes tous des menteurs. C'est un coup monté. Ils l'ont attrapé et l'ont traîné vers la porte. Juste avant qu'il ne le retire, il a crié « Je vais m'assurer que vous payez pour ça ». Puis les portes se sont fermées. La salle d'audience était silencieuse. La suite. Justice rendue. Marc a été reconnu coupable de fraude, d'usurpation d'identité et de falsification de dossier. Ils lui ont donné 6 ans de prison. Sa maison a disparu, ses économies ont disparu, sa carrière est morte. J'ai reçu une lettre de lui quelques mois plus tard, de prison. Tu m'as ruiné. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai jamais répondu. Réflexion. Est-ce que ça valait le coup? Il m'a fallu beaucoup de temps pour tout gérer, la peur, la colère, le poids de tout cela. Mais une nuit, j'étais assis dehors, à regarder les lumières de la ville, et ça m'a frappé. J'étais libre. J'avais un nouveau travail, une nouvelle vie et Marc, il était exactement là où il méritait d'être. Certaines personnes ne changent jamais. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. Et une certaine vengeance, une vengeance vaut chaque seconde.